Bonjour, c'est l'ombre de la folie et pour cette première vidéo spéciale pour Halloween je vais faire des creepypasta que mes abonnés m'ont demandé de faire. Je n'ai pas pu tous les faire, par exemple Kajokao, Lulu, Sally, Strangled Red et Bindromède, mais je vous promets que je les ferai un jour. Allez, c'est parti. Faut pas t'inquiéter, tu sentiras rien du tout. Bonjour, moi, c'est Mitch. Je vous fais part d'un phénomène qui m'a fait plonger ici. Je n'ai rien trouvé qui en parle sur le net, ni dans les livres de l'asile, ni nulle part ailleurs, alors j'espère que quelqu'un d'autre que moi a vécu la même chose. S'il vous plaît, une réponse, une seule. C'était il y a 2 mois déjà, nous venions d'emménager dans notre nouvelle maison. J'ai 22 ans, et mon frère Edwin a le même âge. À vrai dire, nous sommes 2 faux jumeaux, nés le même jour, mais nous ne nous ressemblons absolument pas. J'ai les cheveux noirs et courts, lui les a bruns et mi-longs. Edwin appréciait que l'on passe du temps ensemble. Il faut savoir que cela fait bientôt 10 ans que nous ne nous sommes pas revus, et l'idée de partager une chambre nous ravit tous les deux. La soirée a été longue. Nous avons déballé nos affaires, et nous avons immédiatement été nous coucher. Nous avons travaillé environ 5 heures sans faire la moindre pause, nous avions bien mérité une bonne nuit de sommeil, non? Tout se passait à merveille dans cette maison, jusqu'à cette fameuse semaine où j'ai entendu le piétinement, de petits pas furtifs et rapides. Sachant que de nombreux rats habitent cette vieille maison, je n'ai pas pris peur, et me suis juré d'appeler le dératiseur le plus tôt possible. J'en ai parlé le lendemain à Edwin, qui m'a confirmé que des bestioles pouvaient entrer dans la maison par le petit soupirail de la cave. Cette nuit-là cependant, je fus réveillé par un petit bruit sourd. Quelqu'un avait ouvert la fenêtre, j'étais sûr de l'avoir fermée. Je balayai la salle du regard, et vis que Edwin dormait encore. Je ne voulais pas le réveiller, je fermai donc la fenêtre et dormis d'un seul œil le reste de la nuit. Je me souviendrai toujours de cette nuit-là, j'avais à peine dormi, et je me levai d'une humeur à faire griller des chats sur le trottoir. À peine arrivé dans la cuisine, je fus accueilli d'un cri, car Edwin hurla en me voyant. Il se précipita dans la salle de bain, et me rapporta un miroir. Je poussai un cri moi aussi, j'avais une large balafre sur la joue. Je n'avais aucune idée de comment c'est arrivé, je n'avais rien fait de dangereux cette nuit, et je n'avais rien hier soir pourtant. Edwin a toujours été le plus rapide de nous deux. En quelques minutes à peine, nous étions à l'hôpital. On m'a posé une dizaine de points de suture à même la chair, sans anesthésie. Je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. À la fin, j'avais l'impression d'avoir la joue en flammes, et Edwin, prenant tout à la rigolade, ne se gênait pas pour me balancer quelques blagues durant tout le trajet jusqu'à la maison. Cette nuit-là, j'avais choisi de faire attention. Edwin me conseilla en rigolant de mettre du coton sur mes joues, histoire de les protéger. N'ayant plus de coton, et voulant retrouver une complicité avec mon frère, je décidai de me scotcher des éponges sur les 2 joues, au moins, aucun risque que quelque chose m'arrive. Et pourtant, le lendemain matin, je n'arrivais même plus à me lever. J'avais une grosse douleur au niveau du ventre. Edwin me taquinait, me disant que c'était parce que j'avais pris 4 parts du gâteau d'hier. Foutu gâteau, il aura eu ma peau. Edwin releva finalement la couette pour voir ce que j'avais, car cela semblait sérieux. Alors qu'il découvrait ce qu'on m'avait fait, je le vis subitement blêmir. J'avais un trou béant au milieu du ventre. Plusieurs minutes plus tard, j'étais à l'hôpital, où je fus rapidement anesthésié et opéré. Je me réveillai le lendemain matin. Dans ma chambre se trouvaient Edwin et le docteur.
Ce dernier m'a alors regardé dans les yeux, et m'a dit « Monsieur, nous ne savons pas comment, ni pourquoi, mais quelqu'un vous a retiré votre rein droit. Ne paniquez pas, on peut vivre avec un seul rein. Il faudra juste appliquer quelques mesures de prudence. Vous resterez cependant quelques jours encore ici. Je crois que ça a été l'une des plus grandes frayeurs de ma vie. On m'avait arraché un rein, en m'ouvrant à moitié le ventre, et je ne m'en étais même pas rendu compte. Rester encore une semaine ici me ferait du bien, je me sentais en sécurité ici. Mais Edwin, il reste encore à la maison lui, seul. Et si ce qui m'avait arraché le rein revenait pour lui? N'y pensons plus. Tout se passera bien, oui, tout. La nuit suivante fut celle qui m'a le plus marqué. Je me suis réveillé, en sueur, et je ne pouvais plus bouger. L'apnée du sommeil qu'on appelle ça, une belle connerie oui. Je me suis dit que ça passerait tout seul, à vrai dire, ça m'était déjà arrivé. Jusqu'à ce que je sente que quelque chose appuyé sur le lit, ça semblait remonter vers moi. Je pensais que mes muscles se contractaient, et que donc ça appuyait sur le lit. C'était beaucoup trop lourd pour être mes muscles, je m'en rends compte aujourd'hui. C'est alors que je le vis. Un visage. Un visage qui me regardait dans les yeux. Mais ses yeux. Où étaient ses yeux? Deux trous noirs lui servaient d'yeux, quelques gouttes d'un liquide noir s'en écoulaient, il n'avait pas de bouche non plus, juste un nez et deux trous. J'essayais de bouger, je le jure, je faisais ce que je pouvais, jusqu'au moment où enfin, dans un élan d'instinct de survie, mon bras se libéra de la torpeur et adressa une droite puissante à cette chose, qui disparut dans un nuage de fumée. Lorsque j'ai raconté cette expérience à l'hôpital, on s'est moqué de moi. On m'a traité de fou, et j'ai eu plusieurs réunions avec les psychologues. Mais ils n'ont rien pu conclure quant à ma santé mentale. Enfin aujourd'hui, je vais rentrer chez moi, et je reverrai Edwin, lui seul pourra m'aider. Je m'en souviens comme si c'était hier, il devait venir me chercher devant l'hôpital à 2 heures de l'après-midi. J'ai poireauté jusqu'à 3h30, personne n'est venu. Il m'avait donc oublié? Sans doute oui, il était un peu tête en l'air. Je suis donc rentré à pied. Et là, je ne comprends plus rien. La porte était ouverte, chose qui n'est pas normale connaissant Edwin. Je rentrai alors dans la maison, et hurlai quelques « Edwin, Edwin ». Je grimpais les marches 4 à 4, et là, même aujourd'hui je ne trouve pas les mots. Je vis Edwin, allongé par terre, les yeux arrachés, baignant dans son sang. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de son cadavre. Je ne peux pas. Et je regrette toujours d'avoir levé le regard. Dans l'embrasure de la porte d'en face, je vis cette chose. Elle me regardait, elle semble fière sous son masque, triomphante, la tête haute. Et elle se mit à avancer vers moi. Je n'ai jamais couru aussi vite, j'ai fui, comme un lâche. J'aurais dû me battre, venger mon frère. Mais non, j'ai fui. Et aujourd'hui, je me trouve lâche. Edwin était fort, lui. Nous n'avions vraiment rien en commun. Aujourd'hui, je ne vous demande qu'une réponse, une seule réponse. Qu'est-ce qui a tué mon frère? Sans savoir ce qu'elle était, j'ai apaisé mon esprit en mettant un nom sur la chose. Je l'ai appelé Jack sans yeux. Salut, moi c'est Jenny Antonelli, mais tout le monde m'appelle Jane. Je suis une jeune fille âgée de 16 ans. J'ai récemment emménagé avec mes parents et ma petite sœur dans une région paisible, où quasiment tout le monde se connaissait. C'était d'un ennui. Je suis plutôt friand d'aventure, j'aime quand il y a de l'action autour de chez moi, mais ce quartier était si calme que l'on aurait pu croire que cette ville était fantôme. Et pourtant, c'est dans ce quartier que ma vie a pris un sens, tout a changé depuis que j'ai emménagé ici avec mes parents. Tout a commencé il y a de ça 3 semaines, je venais de me rendre dans ma nouvelle classe. Quand j'y suis arrivé, tout le monde est venu me voir pour savoir qui j'étais. C'est d'ailleurs le passage le plus barbant quand on arrive dans un nouveau lycée. Une fois les présentations terminées, le professeur entra dans la classe et fit l'appel. Johnny alors, présent monsieur. Jenny Antonelli, je suis là. Armand Bayor, oui je suis là. Jeffrey Conrad. Monsieur vous savez bien qu'il ne reviendra pas. Répondit Armand. Un silence gêné s'installa, puis le professeur reprit l'appel. Pendant qu'il continuait, je demandai à un de mes camarades ce qui lui était arrivé. Jeff, c'est un mec super. Il est toujours souriant, prêt à aider et à rendre service. Mais il y a pas longtemps il a eu une altercation avec des gens de ce lycée. Depuis, il est à l'hôpital. Mais pourquoi? Lui demandai-je.
Et que sont devenus ces brutes? D'après les échos, ces personnes s'en seraient pris au petit frère de Jeff, car beaucoup de gens trouvent qu'ils sont spéciaux, ils aiment rarement ce qui est différent. Du coup pour le défendre, Jeff s'est servi d'un couteau, mais ça a mal tourné. Jeff les a tués tous les trois, ils étaient dans un atelier selon la rumeur. Et l'un des trois lui aurait lancé un bidon de décapant ou quelque chose du genre, du coup son visage s'est retrouvé calciné, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est à l'hôpital. Moi qui croyais que le coin était paisible. Je n'en revenais pas, au départ je pensais que c'était une mauvaise blague, mais tout le monde en parlait dans les couloirs du lycée. Tout le monde en avait une version différente. Tout cela devait être récent, mais pourquoi on n'avait pas de nouvelles de ces trois brutes? C'était la question que je me posais à ce moment-là, mais bon, je préférais m'occuper de mes cours plutôt que de cette histoire. Le lendemain matin, je me levais pour aller en cours, j'avais comme d'habitude une tête de zombie ainsi qu'une humeur à poignarder des poulets, un peu comme tous les matins. Je pris la presse locale pour lire les quelques articles qui pouvaient m'intéresser et dans ce journal se trouvait en première page un article nommé « Un adolescent poignardé dans une ruelle ». Je m'étais donc mise à lire l'article attentivement. Cet article racontait que dans la nuit, un jeune garçon se serait fait agresser dans une ruelle, derrière un magasin. Une caméra se trouvait sur les lieux et un garçon au teint pâle avec un sourire de l'ange serait l'agresseur. Tout cela était-il lié, ou était-ce seulement un fait divers comme un autre? Je ne le savais pas. Je me disais que de toute manière j'en entendrais parler au lycée. Et ça n'a pas manqué. Une fois en classe, nos professeurs nous avaient fait faire 20 minutes de silence pour cette personne, c'était bel et bien une de ces brutes. L'agresseur était donc Jeff, ça ne faisait aucun doute. Mais pourquoi le tuer? Cette histoire m'intriguait, je voulais savoir. Ma journée était finie, et cette fois je suis rentré du lycée beaucoup plus tard que prévu, à cause d'un retard de bus. Je traversais les ruelles pour aller plus vite, quand, tout à coup, j'entendis quelqu'un dire « C'était pour ton bien, maintenant plus personne ne t'embête, à présent que tu dors. » Je m'approchai doucement de cette personne pour lui demander si elle allait bien. Il s'est retourné pour me dire « Pousse-toi de là, 20 ans. Déguerpis vite. Tu seras la prochaine, prends ton mal en patience. » Sur le coup je suis parti, mais son visage calciné, son sourire de l'ange, et ses yeux grands ouverts, ça ne pouvait être que Jeff. Pourquoi voulait-il que je parte? Qu'est-ce qu'il faisait dans cette ruelle? Je devais retourner voir. Une fois sur les lieux, je le vis accroupi, avec un couteau dans la main. Sans que je sache vraiment pourquoi, je me suis alors précipité vers lui pour voir ce qu'il était en train de faire. Et c'est là que je l'ai vu, allongé au sol. C'était ma petite sœur. Jeff me regarda et me dit « Tu es en retard. J'y ai presque terminé le travail. Pourquoi tu fais ça? Elle ne t'a rien fait. » Répondis-je. Franchement, je sais pas. Elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Dommage pour elle, une jeune fille si jolie, qui te ressemble énormément. Pourquoi elle? Elle a encore tant de choses à faire, elle est si talentueuse, elle doit avoir un avenir. Oh, je vois. La petite sœur, plus talentueuse que la grande, tout le monde n'a Dieu que pour elle je suppose. Quand on y repense, pourquoi devrait-elle vivre dans ce... Ah, la jalousie te ronge, je le lis dans mes yeux, je t'ai donc quelque peu rendu service, même si elle est encore vivante pour le moment. Stop. Tu ne sais pas de quoi tu parles alors tais-toi. La colère. Je connais bien ce sentiment. Mais si tu réagis comme ça, c'est sans doute parce que j'ai touché un point sensible, n'est-ce pas? Enfin bref, je perds mon temps ici, il est temps pour moi de partir. Et pendant que j'y pense, prends ce couteau. On verra bien ce que tu en feras. Pendant ce temps je vais voir tes parents. Ils en sommeillent, je vais les aider à dormir. Il m'avait donné son couteau et était parti dans l'obscurité. Je devais faire vite, il se rendait chez mes parents. Mais je ne pouvais pas laisser ma sœur comme ça, c'était pas possible, elle avait besoin de moi. Je voyais la vie s'écouler de ses plaies devant mes yeux, elle n'en aurait plus pour longtemps sans doute. Je m'effondrais à genoux en essayant de rassembler mes esprits. Je devais appeler les secours, elle avait encore une chance de s'en sortir, et enfin on m'aurait vu comme une héroïne. J'imaginais bien les articles, une petite fille sauvée par sa grande sœur. Enfin j'aurais servi à quelque chose, j'aurais sauvé ma petite sœur, que tout le monde admire autant, et on aurait enfin accordé un minimum d'attention à mon égard. Mais dans un autre sens, pourquoi la sauver? Ça aurait duré qu'un instant et notre vie aurait continué normalement. Non.
Ce n'était pas possible, elle ne méritait pas de vivre, et puis ses plaies devaient lui faire très mal. Combien de temps aurait-elle pris avant de s'en remettre? Ce serait idiot de la laisser souffrir autant. Et je levai les yeux sur elle. Tout en la contemplant, un sentiment nouveau, ni chagrin ni haine, m'envahit. C'était comme un désir pressant. Non, un seul. Le devoir d'en finir avec ses souffrances, et celles des autres. Je pris donc le couteau, et lui plantai dans le cœur, pour que sa mort soit assurée. Mes derniers mots furent, à présent, tu peux dormir. Après cela, j'ai appelé une ambulance anonymement et je suis parti jusqu'à chez moi pour voir s'il était là. Malheureusement ce salopard était parti, et il avait tué mes parents. Quand je vis la scène, je n'étais ni triste ni en colère. J'étais étrangement fasciné par la manière dont il s'y était pris. La pièce était recouverte de sang, on pouvait voir les organes des cadavres éparpillés dans la pièce. Il les avait éventrés avant de les achever d'un coup de couteau dans le cou, comme s'il voulait qu'ils souffrent et qu'ils meurent au moment où il l'aurait décidé. C'était étrange, mais un profond désir me hantait. Les autres personnes aussi ont besoin de dormir, mais elles ont besoin d'une bonne raison. Et une grande souffrance serait sûrement la clé. Le téléphone se mit à sonner. Allô? Bonjour Jane the Killer. Comment vas-tu depuis que tu as tué ta sœur? Ne m'appelle pas comme ça. Tout est de ta faute, à toi et à tes pulsions meurtrières. Je l'ai seulement blessée. Tu aurais pu la sauver mais tu en as décidé autrement, donc tu es en partie responsable. Tu es là pour tuer, tu as ça dans le sang. Rejoins-moi et nous deux on fera des merveilles, on sera unis tel un couple de meurtriers. Tu verras comme c'est grandiose. Pour qui tu m'as prise? Je ne voulais pas qu'elle souffre des blessures que tu lui as commises. Mais ne t'inquiète pas, je les vengerai tous les trois. Je te retrouverai, mais ce ne sera pas pour te rejoindre, ce sera pour te tuer. Tu as ôté trop de vie maintenant, il faut que quelqu'un t'arrête, et je me ferai une joie de le faire. Oh oh, mais tu m'as l'air bien sûr de toi. On verra bien lequel de nous deux sera debout en dernier. Sache que je serai sans pitié. Alors maintenant, juste un conseil, go to sleep. Don't go to sleep, you want to. Voilà comment ma vie a basculé en un éclat de seconde. Désormais je ne vis que pour une chose, venger mes parents, et je tuerai tous ceux qui se lieront à Jeff, je le trouverai et lui ferai comprendre le vrai sens du mot souffrir. Jeudi 19 janvier 2012. Cher journal, je m'appelle Amélie et je suis si heureuse de t'avoir enfin, j'ai attendu d'avoir un journal intime depuis si longtemps, je n'ai carrément personne à qui parler. Je viens d'avoir 12 ans ce matin, et tu es mon plus beau cadeau. Aujourd'hui, personne ne m'a souhaité joyeux anniversaire à part mes parents et ma sœur. Tout le monde m'a ignoré en cours, personne n'a voulu rester avec moi, j'ai dû manger toute seule à la cantine, pendant que les autres parlaient dans mon dos. Les gens pensent que je porte malheur, ils disent que c'est de ma faute si Capucine est morte. C'était ma meilleure amie, elle me manque. Je n'avais personne d'autre à part elle. Vendredi 20 janvier 2012. Cher journal, je suis si contente de te revoir enfin, la journée a été très longue sans toi. En cours de chimie, une fille qui me détestait a commencé à m'insulter et à me clasher devant toute la classe. À un moment la professeure en a eu marre et lui a foutu une heure de colle, j'étais bien contente. Je riais sadiquement dans ma tête. Samedi 21 janvier 2012. Cher journal, c'est enfin le week-end. Je suis tellement contente de pouvoir me reposer après cette longue et fatigante semaine. Je vais enfin pouvoir retourner à mes occupations, dessiner, sortir, prendre l'air, lire, mais avant tout ça j'ai une tonne de devoirs à faire. Dimanche 22 janvier 2012. Cher journal, aujourd'hui je suis tellement contente. Je vais partir une journée à la montagne pour faire du ski avec ma famille. Je suis si excité. Je vais enfin pouvoir profiter de la neige, faire des batailles, et peut-être me faire des amis. Tu vas me manquer, à ce soir. Dimanche 22 janvier 2012. Cher journal, me revoilà, je me suis bien amusé et je me suis fait un nouvel ami, il s'appelle Alex, il est très gentil, je pense même qu'il va devenir mon meilleur ami. Il m'a donné son Skype, son Facebook et son MSN. Je vais essayer de le contacter demain après-midi, cependant, j'ai vu un type bizarre là-bas, il avait les cheveux bruns, une veste orange, un pantalon noir et des bottes. Il ne semblait pas avoir froid, mais j'ai cru voir qu'il portait un masque blanc aux yeux entourés de noir et aux lèvres noires. Je me demande s'il n'avait pas froid par ce temps. Lundi 23 janvier 2012. Cher journal,
Aujourd'hui je n'ai pas cours, mes parents sont en voyage d'affaires pendant 2 semaines et ma sœur est partie en voyage avec sa classe. J'en profite donc pour te parler de ce rêve très étrange que j'ai fait cette nuit. J'étais plongé dans le noir total, je ne voyais rien. Après quelques instants, mes yeux semblaient s'être habitués au noir et j'ai pu voir autour de moi dans un périmètre d'environ 6 mètres. Sur le sol, j'ai pu voir une lampe torche, je l'ai prise et l'ai allumée. J'ai vu que j'étais dans un couloir, mais c'était très étrange, ce couloir me semblait très familier. Oui, cette fois j'en étais sûr, j'étais chez moi. J'avançais jusqu'à me retrouver devant la porte de mon salon, je l'ouvris et vis cet homme, assis sur le canapé. Il me fixa pendant quelque temps, je pouvais entendre sa respiration. D'un coup, il se leva et courut vers moi. Je me mis à courir vers la cuisine, et là, il me fit un croche-patte et je tombai violemment sur le sol, je ressentis une violente douleur sur le tibia gauche et je n'arrivais plus à me lever. Il s'approcha de moi doucement, puis sortit un couteau de sa poche et me poignarda dans l'estomac. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé, mais le plus bizarre dans tout ça c'est que j'avais un énorme bleu sur mon tibia et j'avais super mal au ventre. Mardi 24 janvier 2012. Cher journal, cette nuit j'ai fait le même cauchemar sauf que cette fois, j'ai un bleu sur l'épaule et au lieu de me poignarder, il m'a égorgé. Quand je me suis réveillé, j'avais un nouveau bleu sur l'épaule et une énorme douleur à la gorge. J'ai vu une tache de sang sur mon coussin. Je commençais à avoir peur. J'étais en direction de ma salle de bain pour me débarbouiller le visage, et là je vis les traces d'une coulée de sang sur ma joue, et je vis une énorme cicatrice sur mon cou. Cette fois j'avais vraiment peur. Après m'être habillé, j'ai préparé mes affaires et j'ai pris mon petit déjeuner, puis je me suis mis en route vers le collège. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Cette journée fut vraiment longue. Comme d'habitude, je me suis retrouvé dans la solitude toute la journée et comme d'habitude, cette fille m'a encore foutu la honte et s'est ramassé 1 heure de colle. Mercredi 25 janvier 2012. Cher journal, cette fois, c'en est trop. J'ai refait le même cauchemar, mais cette fois c'était plus violent, beaucoup plus, et surtout beaucoup plus étrange. Ce rêve-là était différent des autres, j'étais chez moi, mais cette fois, il y avait de la lumière, j'avançais dans le couloir, il semblait plus long que d'habitude, et une fois arrivé au bout du couloir, j'avançais vers le salon. À ma grande surprise, il n'y avait personne. Les meubles semblaient avoir été déplacés, il y avait des taches de sang sur le sol. Je me dirigeais vers la fenêtre, la maison était en plein milieu d'une forêt sombre et brumeuse. Je descendis les escaliers pour arriver devant la porte d'entrée, elle était ouverte. Je sortis dehors, tout avait changé, il n'y avait plus de forêt mais une simple mine. Je me retournai et la maison avait disparu. Je vis une lampe torche sur le sol et la pris. Je descendis l'escalier qui était devant moi pour arriver devant une porte de métal, elle était à moitié ouverte. Je rentrai à l'intérieur et vis du sang sur le sol, sur les murs, il en avait partout. Dans un coin sombre, je pus voir une silhouette sombre, c'était cet homme. Il s'avança doucement vers moi, couteau à la main, prêt à attaquer. Je reculai doucement vers la porte. Je faisais tout pour l'ouvrir, mais elle ne voulait pas. J'étais coincé. Il s'avança vers moi de plus en plus rapidement. J'étais tétanisé, je ne pouvais plus bouger. Il arriva enfin en face de moi, il me fixait. Je pouvais l'entendre rigoler sadiquement derrière son masque. Il prit mon bras et fit une énorme entaille. Mais je repris mes esprits et lui donnai un coup de poing dans le visage. Il me rattrapa et commença à me tabasser, il me fit un œil au beurre noir, une dizaine de bleus et me cassa le nez, puis il sortit son couteau et m'éventra. Quand je me suis réveillé, je saignais du nez, j'arrivais à peine à bouger, j'avais une énorme entaille sur mon bras, et surtout, cette douleur atroce, mon ventre me faisait souffrir. J'ai appelé cet homme Masky, à cause de son masque. Jeudi 26 janvier 2012. Cher journal, désolé de te déranger si tard mais je n'arrive pas à dormir, mais j'ai l'impression que l'on m'observe, j'entends des bruits de pas dans la maison, j'ai peur, je ne sais pas si je deviens folle. Je vais essayer de dormir, à demain. Vendredi 27 janvier 2012. Cher journal, cette nuit, rien d'anormal, pas de cauchemar, rien. Mais ces temps-ci j'ai l'impression qu'on m'observe. Je pense que je vais placer une caméra dans ma chambre cette nuit, pour voir ce qu'il se passe. Je vais prendre l'air pour me changer les idées, à plus tard mon cher journal. Me revoilà, j'ai eu super peur tout à l'heure, alors voilà ce qu'il s'est passé, je marchais tranquillement dans la rue, quand je vis un chemin entre 2 immeubles. Il était sombre, je savais que je ne devais pas y aller,
mais ma curiosité a pris le dessus. J'avançai vers ce fameux chemin, il y avait une odeur nauséabonde, comme une odeur de rat mort, c'était horrible. À peu près 5 mètres de moi, je pus voir une silhouette sombre s'avancer vers moi, c'était lui. Dès que je commençai à courir vers la rue, il se mit à me poursuivre. J'étais en train de pleurer, je faillis trébucher plusieurs fois mais je pus enfin sortir d'ici. J'étais toujours en train de courir quand je vis qu'il avait disparu. Je continuai de courir jusqu'à chez moi de peur qu'il ne me fasse une embuscade. J'étais enfin arrivé chez moi, je fermai la porte à double tour, fermai toutes les fenêtres et mis les rideaux. Je me suis enfermé. Me revoilà mon cher journal, je suis encore désolé de te déranger si tard mais j'ai peur. J'entends des pas, je viens d'entendre un verre se briser, il est là, Masky est là, je l'entends arriver, il est derrière la porte, il essaye de la défoncer. C'est la fin. Flèche Info, une jeune fille de 12 ans a été assassinée dans sa maison hier soir. Sa famille qui était en voyage l'a retrouvée ce matin même, éventrée, couverte de bleus et de blessures. La police a retrouvé son journal intime, et il semblerait que tout y soit expliqué. Le tueur présumé est surnommé Masky, encore recherché par la police. La famille de la jeune fille demande à porter plainte dès que le tueur sera retrouvé. Mais pour l'instant fermez bien votre porte à double tour et votre fenêtre tant que nous n'aurons pas retrouvé ce criminel. Grifter est une vidéo présumée qui a été d'abord mentionnée quelque part sur l'image board de 4chan. Il est dit que la regarder donnerait la nausée, causerait des cauchemars et pousserait au suicide. Bon visionnage. J'ai une histoire à vous raconter, mais je vous prie de ne pas la lire. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je sais que cela semble stupide, mais le temps que vous compreniez pourquoi, il sera trop tard. Je sais que ce ne sera pas dissuader beaucoup d'entre vous, mais sans ce simple avertissement pour soulager ma conscience, je ne peux pas être en mesure de passer avec cela. Et j'ai désespérément besoin de passer par cela. Permettez-moi de commencer par le commencement. J'ai un vieil ami, Joe, que je connais depuis l'école primaire. Je suis en fin de la vingtaine, de sorte qu'il est, et il a été mon ami pendant au moins la moitié de ce temps. Je dirais que nous nous connaissions assez bien après tout ce temps. Cela peut paraître sans importance et sans intérêt, mais je dois insister sur cela. Je le connais, et je le connais bien. Ce qu'il a fait. Ce n'était rien, il n'aurait jamais pu faire ça, sans une certaine influence à l'extérieur. Dans la nuit du vendredi 23 janvier, je roulais pas à son appartement pour lui et son colocataire ramasser. Nous avons fait des plans pour sortir, pour aller boire un coup dans un bar, et on commence généralement un bon début de week-end. Mais quand je suis arrivé, il y avait un certain nombre de voitures de police et des ambulances à l'extérieur du complexe. J'étais, bien sûr, curieux, comme beaucoup de gens, j'ai rarement vu de tels sites. Quand je me suis approché, j'ai remarqué un corps recouvert d'un sac dans la rue, entouré de verre à quelques pas d'une voiture bosselée. Je suis plutôt horrifié, arrivant à la conclusion que quelqu'un a été frappé par une voiture et tué juste à l'extérieur du complexe. Comme je l'ai fini ébahi, j'ai fait mon chemin à l'intérieur et monté les escaliers jusqu'au 3e étage. J'ai vu l'appartement de mon ami, et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas un simple accident. Les policiers étaient à l'étage, ils parlaient aux résidents isolés dans un des appartements. Pris de panique, j'ai demandé à l'un des officiers ce qui s'est passé, pourquoi l'appartement de mon ami a été enregistré au large. Je lui ai dit que je devais les rencontrer pour prendre un verre,
et demandé s'ils étaient d'accord. L'officier m'a dit qu'il semblait que Joe avait dépecé son colocataire avec un couteau de cuisine et s'est jeté par la plaque de verre de la porte coulissante dans la rue. J'étais un fantôme, secoué si mal que je pouvais à peine répondre aux questions simples. Le policier m'a demandé si je connaissais les victimes. Mon esprit ne pouvait pas traiter. Je le connaissais. Il ne ferait jamais une telle atrocité. Il n'y a pas de sens. J'ai fait mon chemin de retour à ma voiture dans le silence et conduit à la maison, comme sur le pilote automatique. Je ne pouvais pas encaisser le choc de tout cela de ma tête. Ma femme m'a demandé ce qui s'est passé et je lui ai expliqué. Elle a été choquée aussi, mais elle ne le connaissait pas comme je le connaissais. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu de temps et je suis allé dans ma chambre. Elle m'a laissé partir. Perdu, je me suis retrouvé devant mon ordinateur. Je ne sais pas vraiment pourquoi je l'ai fait, mais je me suis retrouvé à vérifier sa boîte mail. Je sais que les mots de passe, qu'il utilise couramment, donc c'était presque une question de trouver la bonne. Je pensais que peut-être il avait des amis en ligne à qui je devais le dire, ou peut-être que je pensais que je trouverais une fenêtre sur ce qui a causé cela. Je ne sais pas vraiment. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, je n'ai jamais fait ce que j'ai fait. Je défile à travers sa boîte de réception, à la recherche de noms familiers. Joe, et plusieurs de ses amis restaient en contact en ligne, et j'ai tout de suite reconnu plusieurs de ces noms dans les derniers jours. L'email la plus récemment ouverte était ce qui ressemblait à un spam avec une pièce jointe et aucune autre information. La curiosité s'est emparée de moi et je l'ouvris. Le fichier lui-même était une image, rien de mais une chaîne apparemment aléatoire des nombres. Il était tout simplement un homme, apparemment normal à vue d'œil, mais plus je le fixais, et plus il me perturbait. Il se leva, regardant avec un sourire, sinistre et inquiétant, avec des yeux qui étaient à la fois vagues et axés en même temps. Ce terrible sourire semblait se creuser plus je regardais, et pendant quelques minutes j'ai été obsédé par ce visage horrible, les yeux brûlants comme il regardait vers moi avec la même intensité. Enfin, j'ai déchiré mon regard, pour trouver la seule autre chose dans l'email, un seul mot. Un mot que je ne peux pas répéter. Pas encore. J'ai besoin de raconter mon histoire. Je ne pouvais plus prendre la vue. J'ai dû fermer. Le visage était toujours la recherche à ma recherche. Je jure que je pouvais encore sentir son regard hilar. Je suis allé me connecter sur son email et mettre cette chose horrible de mon esprit. J'ai remarqué que le temps est arrivé, 23 janvier, 17h35. Nous devions répondre à 6. Il a vraisemblablement perçu ce moins d'une demi-heure avant sa mort. Pour les prochains jours, j'ai essayé de le sortir de mon esprit. J'ai assisté à l'enterrement de mon ami. J'ai essayé d'y aller, mais j'ai continué à me sentir mal à l'aise. Chaque fois que je fermais les yeux, je me sentais observé. La nuit, j'ai commencé à avoir des cauchemars troublants. Je ne me souvenais pas beaucoup de quand je me réveillais, mais ils avaient tous les mêmes éléments, cette horrible grimace homme, le sang, la violence et la mort. Je ne pouvais pas obtenir un sommeil de bonne nuit. Je me débattais au travail. J'ai continué à me sentir tendu et sur les bords. J'avais besoin de savoir ce qui se passait. Il était difficile de vraiment savoir ce qu'il faut rechercher dans un premier temps. Tout ce que je savais, c'est l'image et le seul mot qui l'accompagnait. Souriant homme n'est guère une recherche descriptive et souriant homme hanté ou maudit sourire homme n'était pas vraiment mieux. Pourtant, j'ai fait ce que je pouvais avec mes ressources limitées. En fait, j'ai trouvé une référence à, ou ce que je pensais était-ce, sur un site dédié à des complots et des choses paranormales et d'autres choses que je rejetterais normalement comme de grosses conneries. Pourtant, ce n'était pas naturel, et j'étais prêt à essayer d'ouvrir mon esprit à toute explication, car cela semblait défier toute classique. Qu'est-ce que j'ai découvert sur cet homme souriant? C'est que c'était une image qui semblait circuler au sein des conseils d'images et des forums il y a quelques années. L'article dit que la photo était inoffensive, si ce n'est pas un peu effrayant, même si je suis en désaccord sur le terme un peu, mais il me semblait que quelque chose, lorsqu'elle est associée à un mot-clé qui était inconnu, pourrait déclencher des épisodes psychotiques extrêmes, de l'irritabilité, des cauchemars et des hallucinations. Il semblait donc tout à fait stupide, texte simple et pixels causaient un tel dommage, et encore je suis assis là, se rendre compte que je vivais ces mêmes cauchemars, irritabilité, et des hallucinations. Joe a connu évidemment la psychose, comme en témoigne son coup assassiné-suicide. J'ai été stupéfait. Je pensais que ce devait être une blague, une sorte de canular bizarre,
mais je savais qu'il y avait plus que cela. Je savais ce que je ressentais et je savais que mon ami. Cette image et ce mot. Il devait être le mot-clé. Qu'est-ce qui déclenche tout? Oh, Dieu, a été ce que ça va se passer pour moi, trop? Allais-je tuer ma femme et moi-même? J'ai commencé à paniquer, mais mon esprit rationnel conquis. Si c'était juste une paranoïa et hallucination. Ceux qui ne pouvaient pas me faire de mal, non. Ils n'avaient que le pouvoir, si je leur ai donné le pouvoir. J'ai décidé que je finirais par le mettre hors de mon esprit, rationaliser loin chaque fois que je l'ai senti. Ce serait la fin de tout cela. Autant que mon cerveau rationnel m'a aidé toute la journée, il ne pouvait pas me protéger pendant la nuit. Mes rêves ont continué à se dégrader, se terminant en me réveiller au milieu de la nuit, des sueurs froides et le cœur pointage. J'ai commencé à prendre des somnifères, mais j'ai refusé de le dire à ma femme. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète, mais je savais qu'elle pouvait dire que quelque chose n'allait pas avec moi. Les pilules n'ont rien fait, si. En fait, ils semblaient faire mes rêves plus vifs. Je pouvais me souvenir de tout quand je me réveillais. Chaque détail sanglant horrible, que souriant, le visage inhumain. J'ai trouvé que je commençais le somnambulisme. La première nuit, je me suis blotti dans la baignoire, puis dans la cuisine. 3 jours plus tard, avec un couteau à la main et les restes ensanglantés de notre labrador noir à mes pieds. Je ne peux même pas me rappeler les prochaines choses qui sont arrivées après. Je sais que j'ai nettoyé notre chien, je l'ai caché dans un sac poubelle, et dit qu'il s'est enfui dans la nuit et s'est perdu. J'étais terrifié. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. J'ai essayé de me soigner lourdement. J'ai bloqué tous les couteaux dans la maison. Ma femme savait qu'il y avait quelque chose de terriblement mal, mais j'ai refusé de dire quoi que ce soit. Je ne sais même pas si je le pouvais à l'époque. La seule chose que je me souviens encore clairement était les rêves. J'étais furieux et facilement effrayé à la plus petite des choses. J'ai pensé qu'il devait être juste mes nerfs de tout cela et le manque de sommeil, mais je me suis souvenu de mon ami, le site web. Je savais que je devenais pire. La chose que je me souviens plus sur les rêves, mis à part l'homme grimaçant horrible, est les émotions. Je sentais chaque mort qui a été infligée dans le rêve, comme si c'était réel. Comme si c'était ma propre main éventrée mes amis, ma famille, et les étrangers aléatoirement contre ma propre volonté. Comme chaque décès, chaque vision de terreur, il m'a montré, n'était pas seulement une vision, mais mon propre travail. Chaque mort horrible dans le rêve lui fit grimacer un peu plus large. Il voulait que je craque. Il voulait que je devienne exactement ce qu'il me montrait. Il voulait que je devienne comme lui. Donc, je viens ici pour vous dire cela parce que je suis désespéré. J'ai besoin d'aide. Vous voyez, je ne peux pas supporter l'idée de nuire à ma femme, la femme que j'aime le plus au monde. Pourtant, je sais que c'est inévitable. Il est toujours là, en regardant et en souriant, sachant que je suis proche de la rupture, et me poussant toujours plus près du bord. Je sais ce qu'il veut. Je ne peux pas lui laisser ça. Je ne connais pas d'autre moyen de sortir. Je vous joins de plus facilement dans l'espoir qu'il me laissera tranquille. Peut-être que si vous, le lecteur insouciant, qui j'ai averti loin, allez lui donner ce qu'il veut, il va me laisser vivre. Je dois essayer. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je suis tellement désolé. J'espère que vous pouvez pardonner à un homme pour agir en désespoir de cause. Papa, je veux une poupée. Victoria était une petite fille très autoritaire. Ses parents étaient riches, et elle n'avait pas l'habitude qu'on lui refuse quoi que ce soit. Mais ma chérie, tu en as déjà plein. Et alors? Elles sont vieilles. J'en veux une autre. Une belle toute neuve. Comme d'habitude, Monsieur Blanchard céda aux caprices de sa fille. Il se rendit dans une boutique qui fabriquait des poupées depuis des générations et acheta la poupée la plus belle et la plus chère du magasin. Lorsqu'il la rapporta à sa fille, celle-ci l'examina sévèrement avant de l'accepter. Pendant quelque temps, Victoria joua avec sa poupée. Elle lui fit prendre le thé avec ses autres jouets, elle lui mit des rubans, la poupée était aux anges d'être ainsi choyée. Cependant, Victoria finit par se lasser d'elle et voulut un nouveau jouet. Son père s'empressa de la satisfaire, et elle oublia la poupée au fond d'un tiroir. Elle resta des mois dans ce tiroir sombre que personne n'ouvrait jamais, oublié, abandonné. Jusqu'au jour où Monsieur Blanchard décida de revendre tous les jouets dont sa fille ne voulait plus. Ainsi la poupée fut enfin sortie de son tiroir et se retrouva dans la caisse des jouets à vendre. De nombreux enfants se pressaient devant le stand de Monsieur Blanchard.
Il proposait de nombreux jouets tous en très bon état, à peine utilisés. Une dame repéra la poupée et l'examina. Elle vit qu'elle n'était ni cassée ni abîmée, et qu'elle était très belle. Elle l'acheta donc à monsieur Blanchard à un bon prix. En rentrant chez elle, elle mit la poupée dans une boîte et l'emballa. La poupée se demanda pourquoi on l'enfermait à nouveau dans une boîte sombre. Elle y resta quelques jours. Joyeux anniversaire ma chérie. C'est pour moi? Je peux l'ouvrir? Bien sûr. Oh, une poupée, qu'elle est belle. Merci maman. C'est ainsi que Sarah fut la nouvelle propriétaire de la poupée. Celle-ci n'était pas comme Victoria. Elle ne faisait pas de caprices pour avoir sans cesse de nouveaux jouets et prenait soin de tout ce qu'elle possédait. La poupée retrouva le bonheur d'être aimée par un enfant. Longtemps Sarah joua avec elle. La poupée craignait sans cesse d'être abandonnée de nouveau, mais Sarah continuait de s'occuper d'elle, de dormir avec elle, elle ne négligeait aucun de ses jouets. La poupée fut heureuse d'avoir enfin trouvé un foyer. Un jour, la famille de Sarah décida de déménager. Mets tes affaires dans des cartons pour le transport, et ferme-les bien avec du scotch. S'il y a des jouets dont tu ne veux plus, donne-les-moi. La poupée eut peur d'être donnée, mais Sarah ne le fit pas. Au contraire, ce fut le seul jouet qu'elle décida de garder avec elle pendant le trajet jusqu'à sa nouvelle maison. La poupée était comblée d'être la favorite. Pendant le trajet, Sarah s'endormit avec sa poupée dans les bras et la laissa glisser. Quand sa mère vint récupérer sa fille endormie pour la porter, elle ne vit pas la poupée tomber au sol. Celle-ci resta donc dans le camion de déménagement. Quand Sarah se rendit compte de la perte de sa poupée, elle la pleura. Mais celle-ci ne le sut jamais. Lorsqu'un des déménageurs la trouva, il se contenta de la jeter par la fenêtre de son véhicule. La poupée se retrouva donc sur le bord d'une route, éclaboussée par la boue que projetaient les voitures qui passaient. La tristesse l'envahit. Elle ne retrouverait jamais Sarah. Elle ne serait plus jamais choyée. Elle finirait sur cette route, abîmée par la boue, la pluie, les gens qui la piétinaient en passant. Un homme passa par la rue où elle se trouvait et l'aperçut. Il se pencha pour la ramasser. La poupée était sale, un peu aplatie, mais encore en bon état. Si on la nettoyait et qu'on la rembourrait, elle pourrait faire un très bon jouet. C'est ce que fit cet homme. Sa femme était morte, et il ne lui restait que sa fille, Anna. Il était très pauvre et n'avait pas les moyens de lui acheter des jouets. Pourtant, Anna ne se plaignait jamais et ne lui réclamait jamais rien. Quand il lui offrit la poupée remise en état, Anna pleura de joie et courut dans les bras de son père. C'était son premier et unique jouet. La poupée vécut les plus beaux moments de sa vie. Anna n'avait pas d'Odinette pour lui faire prendre le thé avec d'autres peluches ni de ruban pour la décorer, mais elle en prenait un soin infini. Elle la câlinait, la serrait fort dans ses bras en dormant, l'emmenait partout avec elle, jamais la poupée n'avait reçu autant d'amour. Un jour Anna tomba gravement malade. Son père fit tout ce qu'il put pour la soigner, mais il n'avait pas les moyens de lui acheter des médicaments et la fillette mourut. L'homme était déchiré par le chagrin. Il avait perdu sa femme et sa fille. Il jeta avec rage la poupée, qu'elle avait serrée dans ses bras jusqu'au dernier moment, sur son lit de mort. Il ne pouvait se résoudre à la garder, elle lui rappelait trop sa fille. La poupée fut donc abandonnée une fois de plus. Mais cette fois, personne ne vint la récupérer. Elle ne fut pas offerte à une autre petite fille. Elle finit dans une décharge. Elle y resta longtemps. Rongée par la tristesse, puis par la rancœur. Elle n'avait plus qu'une idée en tête, la vengeance. Elle allait se venger de cette peste de Victoria qui l'avait traitée comme un déchet et qui l'avait abandonnée. Elle s'anima et commença à marcher. Le dîner après Monsieur Blanchard. Parfait, allez chercher Victoria. La domestique monta l'escalier de marbre et toqua à la porte de la fillette. Mademoiselle, le dîner a servi. Voyant qu'elle n'obtenait aucune réponse, la domestique toqua de nouveau. Comme seul le silence lui répondait, elle ouvrit la porte et poussa un cri d'horreur. Aimé et Madame Blanchard se précipitèrent dans la chambre, alertés par le cri. Quand ils entrèrent à leur tour dans la chambre, ils trouvèrent leur fille étendue morte sur le sol, une expression de terreur intense sur le visage. Mais le pire, c'étaient tous les jouets de la chambre qui souriaient de façon sinistre, découvrant des rangées de dents qu'ils n'étaient pas censés avoir. Et du sang. Partout dans la pièce. La poupée était vengée. Mais elle ne voulait pas retourner dans sa décharge. Anna était morte, où pouvait-elle aller? Elle pensait à Sarah. La petite fille ne l'avait pas abandonnée.
Elle l'avait seulement perdu. C'était la faute de ce déménageur si elles avaient été séparées. Si elle revenait, Sarah serait certainement contente de la revoir, oui c'était obligé. Elles étaient les meilleures amies du monde, c'était forcément une bonne idée, la poupée recommença à marcher. Et elle finit enfin par atteindre la nouvelle maison de Sarah. Cela faisait plusieurs années, mais Sarah serait forcément contente de la retrouver. Oui, tout irait bien, elle entra par la fenêtre de la chambre de la petite fille. Celle-ci dormait. Elle approcha de son lit et la secoua doucement. Sarah ouvrit les yeux et une réaction de recul. Qui es-tu? C'est moi. Ta poupée. Celle que tu as perdue dans le déménagement. Je suis revenue, je t'ai retrouvée. Sarah blâmit. Ce n'est pas vrai. Ma poupée était belle. Ce n'est pas toi. Toi tu es un monstre. La poupée fut profondément blessée par les paroles de son ancienne propriétaire. Elle ne se rendait pas compte qu'elle avait énormément changé. Elle ne ressemblait en rien à la poupée que Sarah avait connue et avait maintenant une apparence effrayante. Tant pis pour elle. Les parents de Sarah furent réveillés par les cris de leur fille. Ils se précipitèrent dans sa chambre et la retrouvèrent recroquevillée dans un coin de sa chambre, se balançant d'avant en arrière avec un visage terrorisé. La fenêtre était ouverte et un vent glacial agitait les rideaux de façon inquiétante. Sarah ne put jamais raconter ce qui s'était passé cette nuit-là. J'ai récemment créé un nouveau monde en single player sur Minecraft. Tout était normal au début, quand j'ai commencé à couper des arbres et fabriquer une table de travail. J'ai remarqué un mouvement dans le brouillard dense. J'ai un ordi assez lent alors je jouais avec un petit rendu de distance, je pensais à une vache alors je la suivis, histoire d'avoir un peu de cuir pour une armure. Ce n'était pas une vache. C'était un autre joueur avec le skin par défaut, mais les yeux vides fixés sur moi. Aucun nom affiché au-dessus de lui. Et j'ai vérifié que j'étais bien en mode single player. Il n'est pas resté longtemps. Il m'a regardé puis s'est enfui dans le brouillard. Je le poursuivis un moment par curiosité, mais il avait totalement disparu. J'ai continué avec le jeu, pas sûr de quoi penser. Alors que je naviguais plus loin dans le monde généré, je vis des choses que l'ordi ne pouvait pas du tout générer tout seul, des tunnels de 2x de blocs, des pyramides parfaites faites en sable, des arbres avec branches mais sans feuilles. J'eus l'impression d'être constamment observé par le joueur sans nom, de loin. Mais dès que je me tournais vers lui, plus rien. J'essayais d'augmenter le rendu de l'horizon sans succès. Je sauvegardais la map et allais sur le forum pour me renseigner sur ce mystérieux perso. Aucun post ne le mentionnait. J'en ai donc créé un pour voir si quelqu'un a une expérience similaire. Le post a été complètement supprimé dans les 5 minutes suivantes. J'ai réessayé, et le topic disparut encore plus vite. Je reçus un message privé d'un utilisateur nommé Robarin ne contenant qu'un seul mot, stop. En allant sur son profil, j'arrivais sur une erreur 404, page non trouvée. J'ai reçu un email d'un autre utilisateur. Il me dit que les modérateurs pouvaient lire le contenu des messages privés et que c'était plus sûr par mail. Les gens qui ont rencontré ce mystérieux perso ont fait des recherches sur Robarin et il s'avère que c'est un nom couramment utilisé par un gamer suédois. Après plus d'infos, il s'avérait que c'était le frère du créateur de Minecraft, Notch. J'aimais les Notch personnellement et lui demanda s'il avait effectivement un frère. Il mit un temps pour répondre mais il répondit. J'avais. Mais il n'est plus parmi nous maintenant. Notch. Je n'ai plus jamais revu le mystérieux joueur depuis la première fois. Et je n'ai vu aucun changement sur d'autres mondes que le mien. J'ai eu le temps de faire un screenshot quand je l'ai vu la première fois. C'est la seule preuve de son existence. Notch n'est pas vraiment clair sur l'histoire de Robarin. Il a mis l'évidence que c'était une légende, mais il paraîtrait qu'il inclurait bien le mob fantôme dans le jeu dans une mise à jour future. Mais apparemment, dans les vidéos de chasse à Im, comme on l'appelle, faites par les utilisateurs et qui sont nombreuses, certaines semblent afficher le vrai Im. Il se contenterait d'être là, simplement, et serait invincible. Et il est facile pour un joueur de se faire une skin de Robarin, soit dit en passant. Qui connaît les Français? Une vieille émission canadienne, qui commença en 1985 et se termina en 1986. Seulement 30 épisodes sont connus. Oui, je dis bien connus, en effet, le dernier épisode, l'épisode 31, fut diffusé qu'une seule fois, et cette fois-là, j'étais devant la télé.
Je devais avoir 4 ou 5 ans, et j'adorais regarder cette émission. Chaque épisode racontait une petite histoire de 2 enfants, Jacques et Sophie, et d'un ananas qui parlait. L'épisode 31 me marque à vie. Lorsque l'épisode commença, avec le plan devant un cadran d'horloge, comme d'habitude, avec une voix masculine faisant le décompte 5, 4, 3, 2, 1. Comme d'habitude également. Mais là, cette voix était plus grave, et plus triste, limite flippante. Puis, la scène commença, avec les 2 enfants jouant, mais ils étaient d'un pâle effrayant et glauque. Leurs vêtements étaient déchirés, et la petite Sophie avait les yeux rouges, comme si elle venait de pleurer. Lorsque la nana débarqua, il demanda à la petite ce qui se passait. Elle répondit « J'ai eu un malheur » d'un ton monotone. La nana rétorqua « Mais qu'est-ce que le malheur ?» Et là, la fille se tourna vers la caméra, sortit une lame de rasoir, et dit « Voilà ce que c'est le malheur ». Puis, elle commença à se tailler les veines, et le sang gicla de partout sur le décor. Tétanisé, j'éteignis la télévision, et courus vers ma mère en pleurs. En 2012, soit 26 ans plus tard, cet épisode me marque toujours. Je n'ai que regardé cette émission, mais quand même, j'ai grandi, et je me demande si ce que j'ai vu était réel, ou le fruit de mon imagination. J'appelai alors mon meilleur ami, qui était dans le même village que moi, pour lui demander s'il se souvenait de Télé Français, et de cet épisode 31. Lorsque je lui posai la question, il y eut un gros blanc. Puis mon ami, d'une voix angoissée, me confirma qu'il avait vu cet épisode 31, et qu'il l'avait même enregistré. Je pris d'un pas pressé ma voiture, pour me diriger chez lui en toute vitesse pour visionner cet épisode qu'il avait conservé sur une vieille cassette. Il était seul, vu que sa femme bossait et que ses gosses étaient à l'école. Devant sa porte, je n'ai pas eu le temps de sonner qu'il ouvrit la porte. Il était blanc. Très blanc, et il tremblait, la cassette en main. Nous nous assîmes sur son canapé, et il lança la vidéo. Mes souvenirs revinrent. L'horloge, la nana, Jacques et Sophie. J'avais du mal à déglutir, ma gorge était tellement nouée. Au moment où elle prit la lame du rasoir, mon ami à côté de moi avait les larmes aux yeux. Et là, horreur. Non seulement la fille se taillait bien les veines, mais en plus, l'image commençait à se distordre de partout, et une voix off dit des choses assez bizarres. Comme un son à l'envers. L'image revenue, l'épisode continua. Sophie, la petite dans Télé Français, était rouge de son sang, et blanc de son teint. Jacques derrière était impuissant, il pleurait, et il vomissait. La régie derrière, était morte de rire. T'es sadique. La nana aussi riait. L'ambiance était tendue. Puis, l'image commença à perdre de sa couleur, jusqu'à devenir en noir et blanc. À cet instant précis, j'entendis un coup de feu. C'était cette fois-ci, le petit garçon, qui avait reçu une balle en pleine tête. La régie riait de plus en plus fort. La voix masculine du début prit la parole et dit « C'est ça, le malheur ». Ensuite, bruit blanc. De retour à la maison, cassette en main, je décidai alors de numériser la cassette. Pour pouvoir la mettre à l'envers, pour enfin comprendre ce qui disait la voix off pendant que l'image buguait. La conversion prête, je lançai la vidéo, au moment tant attendu. La voix disait « Il est toujours vivant ?» Toujours encore. Je ne pense pas. Mais pourquoi? Pourquoi cette voix dit ceci? J'appelai mon ami, très énervé. Il ne répondit pas. Je retournai alors chez lui, la porte était ouverte. En poussant un peu la porte, je vis mon ami, pendu, avec une lettre en main. Sur cette lettre était écrit « Finalement, il n'est plus vivant ». Voilà, c'est fini, ciao.